Bien, bonjour à tous. Alors, nous allons reprendre nos séances. Et aujourd'hui, nous allons aborder un peu la vertu déconstructrice de la déconstruction de la métaphysique de l'essai, de l'être. Nous le savons, les déconstructeurs, c'est-à-dire toute cette postérité heideggerienne, illustrée par Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault. Les déconstructeurs rejettent la réduction du réel à sa représentation au nom du divorce entre la pensée qui unifie et le réel qui disperse. Ils renvoient le sujet et l'objet dos à dos. La pensée sans sujet et sans objet se retrouve sans fondement stable, sans identité. Elle sombre dans une multiplicité inintelligible, appelée à croître indéfiniment à partir d'un différé originaire. Tout se divise sans fin et se sépare de tout. Tout est dehors, il n'y a pas de dedans. L'homme est rendu étranger à lui-même et au monde. Sans unité, tout s'émiette, se brise, se répand sans ordre. Comme le rhizome de Gilles Deleuze, qui se répand à la surface de soi, sans s'enfoncer en dessous de la terre, sans pousser vers le ciel. Tout diffère de tout, se ramifie. Le devenir est séparation. Dissémination, dit Derrida, qui se complaît, lui aussi, dans l'incompréhensibilité devenue inévitable d'un discours en rupture avec ce qui est pensable par un sujet pensant. L'entreprise déconstructrice se retrouve prisonnière, finalement, de sa négation de l'unité indivise où tout s'efface dans l'indistinction, dans l'indifférence muette de l'un, de l'unité pure et nue de l'un. L'erreur des déconstructeurs, on le verra, réside dans la conception d'une unité sans être, qu'ils rejettent à juste titre, mais en se trompant sur sa nature. Ils se rattachent en effet, tout en le rejetant, à l'enseignement du Parménide de Platon, pour lequel, on l'a vu, l'un ne peut s'affirmer sans se nier, ni se dire sans se perdre. Vous vous souvenez, l'un n'est un que s'il n'est pas, car si l'être s'ajoute à l'un n'est plus un. Ainsi, à leurs yeux, l'un et l'être sont incompatibles. L'être, comme la parole pour le dire, est de trop pour le silence nocturne de l'unité pure et nue de l'un. D'où la nécessité d'inventer des concepts toujours nouveaux et les exprimer avec des néologismes qui n'appartiennent pas au langage pour exprimer l'inexprimable, nommer l'innommable. Ainsi, pour les cavaliers noirs de l'Apocalypse, comme les appelle, on s'en souvient, Pierre Magnard, ce qui apparaît se disperse dans le chaos du non-sens et dans un bavardage insensé. Le langage ne dit plus rien, sauf lui-même. Les mots ne renvoient qu'aux mots, les concepts aux concepts, en fonction d'une logique, du sens. Vous vous souvenez du titre de l'œuvre de Gilles Deleuze? Une logique du sens toujours inventée. Pour Deleuze, la philosophie consiste à produire des concepts toujours nouveaux. Il n'y a pas de concept permanent. Ainsi, les rôles sont inversés. Le monde réellement réel, le ontos on, n'est plus le monde intelligible et fixe de Platon, ni celui de Lucia, de la substance, d'Aristote. Il est devenu un simulacre,
un faux être là, un monde mouvant où tout apparaît le temps de disparaître sans espoir de retour. Nous l'avons dit, nous sommes devant un plotinisme amputé de son retour à l'un, de sa remontée vers le principe. Il n'y a pas de principe. Et c'est là le véritable ressort de la pensée des déconstructeurs, qui est un nihilisme actif. Vous vous souvenez du mot de Heidegger dans son introduction à la métaphysique, le néant néantise, le nichts nichtet. Les déconstructeurs assument sans réserve ce nihilisme actif, si l'on veut, cette inintelligibilité d'une unité impensable, parce qu'au-delà de l'intellect, impartageable, parce que tout est un, innommable, et renvoie à la chute originaire, hors d'une unité impossible, une chute dans la dualité, qui est le commencement d'une multiplicité qui ne cessera de croître dans une division chaotique. Tout diffère de tout, et la différence se maintient dans une éternelle répétition de ce qui diffère. Vous vous souvenez de la répétition, différence et répétition de notre ami Gilles Deleuze. Elle s'impose à tout ce qui advient dans un monde chaosmique. C'est le néologisme. Cette suprématie de la différence résulte, à vrai dire, de la conception univoque de l'être que Gilles Deleuze, comme on l'a dit, emprunte à Duns Scott. Je cite Différence et répétition à la page 52. Il n'y a jamais eu qu'une proposition ontologique. L'être est univoque. Il n'y a jamais eu qu'une seule ontologie, celle de Duns Scott, qui donne à l'être une seule voix, una voce, univoque. Nous disons Duns Scott parce qu'il sut porter l'être univoque au plus haut point de subtilité, quitte à le payer d'abstraction. Fin de citation. Oui, donc l'être a un sens univoque, c'est-à-dire il a le même sens pour tout ce qui advient et ne peut être lui-même la source de la différence. Le différé, donc, vient d'ailleurs. Il vient d'une énergie qui flue dans tous les sens, à la manière de ces rhizomes, qui se répandent donc à même le sol. Et donc cette énergie, qui est l'énergie d'une vitesse à laquelle tout s'éloigne de tout, et où tout peut se rapprocher de tout, mais sans jamais s'unifier dans cette unité pure et nue. L'œuvre des déconstructeurs, qui prétend être le dernier mot de la pensée humaine, se heurte inévitablement à la métaphysique de l'essai, de l'être comme acte, de l'acte d'être, qui résiste à tout effondrement dans la dispersion. Cela entraîne l'idée que la multiplicité des étangs n'est pas une division de l'être. L'unité, précisément pour Thomas d'Aquin, est la négation de la division, c'est-à-dire le fait que l'être ne peut pas se diviser. L'unité est une négation dans l'être de la division. Tel est l'enseignement de la métaphysique thomasienne de l'essai, qui révèle de ce point de vue de ce que j'appelle son caractère performatif, en ce sens qu'elle a une capacité déconstructrice de toute conception univoque finalement de l'être, comme on le verra, en adhérant à une conception analogique, qui est finalement la conception la plus intelligente, qui peut distinguer sans séparer et unir sans confondre. La métaphysique de l'être, de l'essai, de Thomas, peut distinguer sans les séparer et unir, sans les confondre, l'être de l'étant et son essence. Nous l'avons vu, un étant est composé d'un acte d'être et d'une essence qui le détermine. Mais l'étant ne se réduit ni à son acte d'être, ni à son essence. L'étant est composé de cet acte d'être et d'une essence qui
est constitué à la manière de l'idémorphisme aristotélicien d'une forme et d'une matière, indissociables l'une de l'autre. L'essence, c'est la substance pour Aristote. Mais pour Thomas d'Aquin, la substance ne se réduit pas à son essence, et voit donc dans la forme intelligible ou intelligée, la spéciès, la représentation, si vous voulez, pour le médiéval, il voit dans cette forme intelligible la forme réelle, constitutive de la chose substantiellement unie à elle, forme substantielle, de sorte que l'intellect distingue intellectuellement ce qui demeure uni dans la réalité. La forme est dans l'intellect la chose intelligée. Vous vous souvenez, j'ai cité le De Potentia, forma intellectus res intellecta. L'intellect et la chose agissent réciproquement l'un sur l'autre. Le rouge est rouge dans la chose, non dans l'œil qui voit le rouge sans devenir rouge, l'œil de l'intelligence. La forme intelligible est l'empreinte dans l'intellect de la forme réelle. C'est l'esse in intellectu. Vous vous souvenez de l'héritage d'Avicenne qui distingue l'esse in intellectu et l'esse in re. L'esse in intellectu qui a sa source dans l'esse in re, c'est-à-dire dans l'être, dans la chose. La forme n'est donc pas déjà dans l'intellect. Elle est contemporaine de l'acte d'intellection de ce qui est et se constitue avec lui. Il n'y a donc pas plus de forme a priori de l'entendement, comme chez Kant, que d'idées intelligibles, comme chez Platon, qui ne sont réellement réelles que dans leur monde intelligible. L'acte d'intelliger ne résulte pas davantage d'une réception passive d'une forme venant d'ailleurs, comme du dator formarum, vous vous en souvenez, le donneur de forme, tel qu'Avicenne le conçoit, où l'intellect agent forme des formes, déborde de formes qui vont informer le monde matériel, qui est la dernière étape de cette chute de l'un en dehors de lui-même, dans la matière qui est le mal pour Plotin. Donc, l'acte d'intelliger est une rencontre intentionnelle avec la forme réelle, constitutive de l'objet intelligible comme de l'objet réel. Et le mot objet, il faut le prendre ici avec précaution dans la mesure où l'objet n'est pas une production de l'entendement comme l'esse objectivum de Duns Scott. Non, il s'agit bien d'une connaissance de l'étant réel, concret, constitué d'une essence, c'est-à-dire d'une matière et d'une forme et d'une matière d'elle-même, qui elle-même d'ailleurs sera un principe d'individuation, qui s'ajoutant à l'acte d'être, constituera un étant réel, concret, individuel. L'acte d'intellection réalise ainsi l'unité immédiate et par soi de l'intellect et de l'intelligé, de son objet, de l'étant concret et réel. Cela signifie que l'intellect est mis en acte par la forme réelle, substantielle de l'étant concret à connaître, sans passer par la médiation a priori d'une forme autonome ou constituée par un entendement tel que l'entendement kantien. Pour Heidegger et sa postérité, les étangs, nous en souvenons, ne se réduisent pas non plus à leur essence, mais ils n'ont pas non plus, ils ne se réduisent pas non plus à un acte d'être. Ils ne se fondent pas sur un acte d'être qui, au fond de l'étang, vous vous en souvenez, est ce qu'il y a de plus intime et de plus fondamental. Les étangs sont là, jetés hors d'eux-mêmes, dans l'insignifiance, dans un monde où tout se divise et se multiplie. Les étangs existent, ils sortent d'eux-mêmes, advenant sans retour sur eux-mêmes.
Ainsi, cette pensée déconstructrice se fait l'écho du renversement nietzschéen du platonisme qui se dresse contre l'arrière-monde, contre les arrière-mondes, on voudra, c'est-à-dire contre l'indifférence aveugle de l'origine, c'est-à-dire de cette unité sans l'être, ce rien qui dévaste toute chose et leur interdit d'être ce qu'elles sont, empêche l'homme finalement d'être ce qu'il est et d'accéder à lui-même, d'être lui-même. Il n'y a plus de nature humaine, vous en souvenez. Il n'y a plus ici de jeu, ni par conséquent de tu, mais un sans toi ni moi, un vide qui se déploie entre je et tu, et qui n'est ni un je ni un tu. Une relation finalement sans terme. Et la relation ne cesse d'être ici un accident de la substance. Elle est indépendante de toute substance. Elle ne relie rien. Elle s'impose finalement comme une énergie aveugle et néantisante, en acte, mais qui ouvre un écart et creuse une distance infranchissable au cœur même de ce qui se présente, en s'absentant justement. La doctrine professée par Emmanuel Lévinas reprend ici l'idée d'unité comme totalité pour la rejeter, comme tous les penseurs de la déconstruction, car la totalité est enfermante et se confond avec cette unité indifférenciée qui nie toute relation entre un je et un tu, c'est-à-dire une différence. Ainsi, le cercle de la totalité s'ouvre chez Lévinas sur un infini. Le cercle devient une spirale qui tourne sur elle-même et s'abîme dans un fond sans fond, où tout se sépare de tout et se divise sans fin. Une substance, disait Aristote, n'est pas composée de substance. Je cite ici la métaphysique, livre Z en 1039a. Il est impossible qu'une substance soit composée de substance. Eh bien, cette affirmation d'Aristote est remise en question par Descartes, qui affirme le contraire, en disant que l'homme est composé de deux substances, la pensée et l'étendue. Il faut ajouter qu'entre-temps, la substance chez les modernes a cessé d'être réelle pour devenir conceptuelle. L'axiome cartésien sur lequel s'est bâtie la pensée moderne esquive, dans le fond, la réalité. Et le « je pense donc je suis », à vrai dire, est une affirmation rhétorique, c'est-à-dire un anti-même, qui, en rhétorique, signifie l'exclusion de la prémisse. C'est ainsi que, par exemple, le raisonnement complet, avec sa prémisse, est le suivant. Pour penser, il faut être, or je pense, donc je suis. Descartes passe directement à la conclusion. Et ainsi, en se confondant avec le réel, la pensée réduit le réel au pensable, au cogitable. En vérité, l'être n'est pas parce que je le pense parce qu'il est. Et il faut préciser ici que les Grecs avaient un sens du réel. Ils avaient un contact immédiat avec le réel, à travers les sens. Les sens sont une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Si on en doute, c'est méthodiquement, mais à vrai dire, on n'est pas dupe. Voir le bâton tordu dans l'eau, c'est voir le bâton tordu dans l'eau. Et si je conclus que les sens me trompent, à vrai dire, ce ne sont pas les sens qui me trompent, c'est moi qui me trompe dans mon jugement. Donc tout cela est une évidence, c'est-à-dire finalement le contraire d'une illusion. L'être en tant qu'être est la réalité d'une chose donnée hors de la pensée, indépendante de la pensée. Et si ce qui est saisissable par la pensée
c'est parce que la pensée s'éveille à elle-même, à son contact. Le réel ne se réduit pas pour autant à la pensée qui le pense. L'intelligence, l'intellect, l'intellectus pour les médiévaux, appréhende ce qui est. Et vous vous souvenez de la proposition avicénienne par excellence, ce qui est tombe dans l'intellect. Lens cadit in intellectu. Mais Thomas, qui, vous le savez, admire Avicenne et enrichit sa pensée de la pensée d'Avicenne, Thomas ne se contente pas de concepts et n'enferme pas la pensée dans le langage. Il met le langage au service de la pensée. L'intellect s'interroge sur l'être de ce qui est extérieur à la pensée, comme un mystère finalement qui lui échappe et l'éclaire à la fois. Dans la caverne obscure du monde, où tout s'agite et s'inquiète, ce qui est existe en s'écoulant hors de soi dans l'obscurité, comme dans un rêve, ou faudrait-il dire plutôt dans un cauchemar, c'est-à-dire dans un total oubli de la réalité de l'être. En sortant de la caverne et en regardant à l'extérieur, Platon pensait que l'intelligence, un moment aveuglée, éblouie par l'excès de lumière, recouvre la vue en dessillant les yeux et se laisse éclairer du dehors, c'est-à-dire du réel, du réellement réel, du ontos on, qu'il identifiait à l'eidos. Ce réel, Aristote aussi voit dans ce réel, ce vers quoi tend l'intellect, l'intelligence. Et pour lui, ce n'est pas l'eidos, mais c'est l'ousia, c'est-à-dire cette substance individuelle qui ne se réduit pas à sa forme, mais qui est composée de forme et de matière. En tout cas, pour l'un comme pour l'autre, l'intellect, l'intelligence, le nous, se découvre comme intellection de ce qui est en tant qu'il est. L'intelligence, c'est merveille. Le Thomassein, l'étonnement, c'est le commencement de la philosophie. Que l'être soit. L'intelligence s'interroge, comment se fait-il qu'il soit, qu'il y ait quelque chose, et non pas rien. Cette question lancinante a été formulée en ces termes pour la première fois par Leibniz dans le 7e article, plus précisément, des principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Telle qu'elle se présente dans cette formule, elle présuppose qu'il y a quelque chose et que le rien n'existe pas. Elle semble donc être un écho de l'affirmation de Parménide, l'être est, le non-être n'est pas. En vérité, Leibniz ne se réfère pas au réel directement, mais à la raison d'être. Il ne se réfère pas à l'être de ce qui est directement, mais à la raison d'être, au pensable, au cogitabile. Pour lui, comme pour tout penseur moderne, être signifie être intelligé, être pensé, être représenté. Quand Heidegger se pose à nouveau la question, il exclut cette perspective, on s'en souvient, et l'infléchit dans un sens inverse, puisque pour lui, l'être de Dasein ne se réduit pas au concept, à l'essence. Et il se demande donc comment se fait-il qu'il n'y ait pas plutôt rien, c'est-à-dire du non pensable, du pur indéterminé. Pensant à partir des mots, il est acculé à penser à partir des mots, et non à partir de l'être des choses qui lui échappent. Il ramène le mot être, sein, à son sens étymologique, dont il rappelle la racine ancienne, le sanskrit asus, qui signifie précisément ce qui rend présent de lui-même, ce qui arrange tout à fait l'approche de la phénoménologie ontologique de Heidegger. Ce vocable est à l'origine, ensuite Heidegger, s'appuyant toujours sur un argumentaire qui
fait appel à l'étymologie, rappelle que ce vocable est à l'origine du verbe être dans les langues grecques, latines, allemandes, françaises. Bref, et donc il souligne que lorsque l'on dit d'une chose qu'elle est, on désigne par ce mot une chose en présence, une chose qui se présente là, qui se trouve là, qui existe, et désigne finalement ce qu'est le Dasein, dont l'essence, et ici l'essence en allemand signifie, on l'a dit, se dit Wesen, et Wesen signifie ce qui rend présent, donc il n'y a pas d'essence du Dasein. Il y a ce qui définit le Dasein, et si on peut encore parler de définition ici, justement, on ne peut pas définir, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de concept permanent. Donc, ce qui fait que le Dasein est ce qu'il est qu'il se présente. Et il se présente comme ce qui existe. C'est bien le sens de la définition donnée du Dasein par Heidegger dans Sein Zeit. On l'a cité. Il s'agit dès lors de savoir quelle est la nature de cette présence, de ce qui se présente. Or, on le sait, Heidegger récuse toute présence permanente reposant sur un sujet pensant, c'est-à-dire donc une présence substantielle au sens moderne du mot, c'est-à-dire au sens conceptuel. Ce qui est présent et ce qui se présente sans considération d'une conscience ou d'un intellect, à laquelle conscience cela se présente et que l'intellect représente. Le philosophe Meskirch s'interroge sur le sens de l'être, non sur l'être de ce qui est déterminé en tant qu'il est. L'être à ses yeux n'est pas quelque chose qui persiste, mais quelque chose qui advient sans cause, le temps de s'absenter. L'être, c'est plutôt ce qui rend présent et qui jette au dehors de toute indétermination le Dasein qui se détermine précisément en sortant de cette indétermination. C'est un événement, une éjection, un surgissement, s'évanouissant aussitôt surgit, comme étant de trop pour la pureté du néant, c'est-à-dire pour la pure indétermination. La question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, met désormais l'accent sur le plutôt rien et cède la place à l'expérience de l'angoisse. Donc Kierkegaard disait que l'angoisse est l'effet du néant. Rien n'est plus étranger que cette pensée à la métaphysique thomasienne de l'essai, qui ne ramène pas l'être à la pure présence de ce que l'intellect représente. Il est au fond de ce qui est l'acte par lequel est ce qui est. L'acte d'être irréductible qui rend réellement présent ce qui se présente sans interruption et de manière déterminée. Voilà la différence qu'il y a avec le Dasein et le Sein heideggerien. Pour saint Thomas, l'être de l'étant est ce qui demeure dans la quiétude, en sa profondeur, dans la profondeur et dans l'intimité de l'étang. Esse est aliquid fixum et quietum in ante. L'être est quelque chose de fixe et en repos dans l'étang, en dehors de l'étang. Il est l'actualitas omnium actum, l'actualité de tout ce qui est en acte. Il est la perfection de toutes les perfections, la perfectio omnium perfectionum. La présence de ce qui est n'est donc pas une illusion, un mirage, c'est une évidence tenace. Cette évidence que nient justement les déconstructeurs dans la lignée du sophiste Gorgias,
car on pourrait, et on l'a déjà fait ailleurs, comparer les déconstructeurs aux sophistes. Gorgias affirmait, comme ils le font, le néant absolu de toute chose et l'impossibilité de connaître quoi que ce soit, ni même de l'exprimer. Alors je vais vous citer quand même le Gorgias, son œuvre sur le non-être ou sur la nature. On connaît l'œuvre de Gorgias comme beaucoup d'œuvres des anciens, en particulier les présocratiques, grâce aux fragments réunis et transmis par des auteurs, et ici en particulier par Sextus Empiricus. Donc je cite Gorgias, je cite ce fragment. Premièrement, écrit-il, rien n'existe. Deuxièmement, même s'il existe quelque chose, l'homme ne peut l'appréhender. Troisièmement, même si on peut l'appréhender, on ne peut ni le formuler, ni l'expliquer aux autres. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Affirmer que le rien n'est rien parce qu'il est impensable, c'est encore le considérer du point de vue de la pensée. Or, le non-être ne désigne pas ce que je ne peux pas penser. Il est la négation de l'être de ce qui est, indépendamment de toute pensée pensante. Si en effet la pensée est toujours pensée de quelque chose, alors le rien est impensable, à moins de faire du rien quelque chose, c'est-à-dire finalement un concept, le renvoyant à rien, c'est-à-dire à un autre concept, comme procède Deleuze. Alors ici, il y a une formule heureuse d'Albert Camus, que je ne peux m'empêcher de vous citer, tirée de son mythe de Sisyphe, je cite, « Le nihiliste n'est pas celui qui ne croit à rien, mais celui qui ne croit pas à ce qui est. » Une formule heureuse. Ainsi, pour Heidegger et sa postérité, les temps se rend présent, Wesen, sans passé et sans avenir. Il existe. Il n'est pas question d'une succession chronologique du passé, du présent, de l'avenir, mais de l'instant indéterminé d'un surgissement. L'être n'est déterminé ni par le passé, ni par le présent, ni par le futur. Son indétermination lui permet d'être tout ce qu'il peut être en existant, en s'ouvrant, hors retrait, dit Heidegger. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, hors toute indétermination. Aussitôt sorti du retrait, il se détermine. Il est donc une pure possibilité réalisée, si l'on veut. L'être est l'indéterminé. Il n'est pas plus ceci que cela. C'est, dit Heidegger, un fond abyssal, un fond sans fond. On retrouve ici le lexique de Maître Eckhart. Et vous savez, Maître Eckhart est toujours présent dans cette pensée allemande, dont Hegel lui-même se réclame et dont Heidegger se réclame également, reconnaissant son importance. En particulier, Heidegger, dans la lettre sur l'humanisme, tient un discours proprement eckartien. Bon, ça est une autre affaire, on en parlera un autre jour, éventuellement. En tout cas, l'étant a à être maintenant là. C'est un être là, un Dasein. Et plus précisément, comme dit justement la lettre sur l'humanisme, il est le là, qui est le lieu, sans lieu, si vous voulez, du monde, des étangs, dont l'essence est d'exister, en se répandant, si l'on veut, à la manière de Deleuze, comme un rhizome en se diversifiant. Le Dasein, dit Heidegger, quelque part, c'est un Mitsein, un être avec. Et donc, aussitôt que le Dasein apparaît, surgit, aussitôt surgit le monde multiple, en dehors de l'unité indéterminée.
qui est dans la pureté de son non-être, alors que l'étant en surgissant fait surgir la multiplicité. L'étant est donc un être vers la mort, en ce sens qu'il s'indétermine jusqu'à cesser d'être un étant. Il est de trop pour la détermination pure de l'un. Il doit s'effacer. C'est le destin du Dasein, de l'étant, de tout étant, de s'indéterminer. De telle manière, comme vous le voyez, que l'unité pure et nue est moins au principe de cette existence qu'au terme de cette existé. L'être de l'étant, en effet, n'est rien d'étant. C'est un acte néantissant, une force expulsive qui jette l'étant au dehors, le projette, le projette hors de toute détermination, puisque cette détermination est de trop pour l'indéterminé. L'étant existe, sort de lui-même, il n'est jamais le même, toujours autre, sans cesse projeté là, dehors, hors de lui-même, face aux autres, à côté des autres si l'on veut, dans un monde qui n'est que pure multiplicité chaotique, c'est-à-dire finalement une division sans fin. Donc parler de l'être de l'étant signifie donc parler de ces possibilités d'être jusqu'à cette possibilité ultime qu'est la mort, non au sens biologique, mais au sens de la fin qui le plonge dans une totale indétermination. Bien, alors écoutez, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, comme ça on pourra maintenant passer aux questions, à vos interventions, et puis on reprendra alors, la semaine prochaine